Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Entrepreneur du droit by Fed Legal. Dans ce podcast, nous recevons des acteurs du monde du droit. Nos invités ont tous un point commun, ce sont des entrepreneurs. Nous sommes Audrey Deliris et Yasmine Apchi, chasseuse de tête chez Fed Legal, et nous sommes ravis de partager avec vous ces parcours inspirants. Bonne écoute. Bonjour à toutes et à tous. Ravis de vous retrouver pour ce nouvel épisode de l'Entrepreneur du droit, l'EDD by Fed Legal. Je suis Yasmine Apchi et aujourd'hui je suis heureuse de recevoir Laurent Julienne, associé chez Lerins BCW. Bonjour Laurent. Bonjour Yasmine. Comment vas-tu ? Très bien, merci. Super. Laurent, merci d'avoir accepté mon invitation. Je suis ravie de te recevoir pour ce nouvel épisode, l'EDD by Fed Legal. Avant de commencer, Laurent, toi tu as toujours été avocat. Aujourd'hui tu as évolué, été avocat associé. J'ai hâte d'en savoir plus sur ton parcours. Avant de commencer et d'entrer dans le vif du sujet, pourrais-tu te présenter et nous dire d'où tu viens ? Alors, je viens de la région parisienne. Alors, mes racines sont plutôt dans l'ouest, notamment en Vendée, puisque la terre vendéenne est une terre d'entrepreneurs. Ça me permet de faire le lien. Et puis ensuite, j'ai fait une prépa commerciale. Je suis entré à l'ESSEC et puis j'ai passé le barreau. D'accord. Avant de partir au Vietnam en coopération pour un cabinet d'avocats. Voilà, c'est comme ça que ça a commencé. Ok. T'as toujours voulu faire du droit ? Pas du tout. Pas du tout. En fait, je voulais faire un métier qui soit à la fois technique et qui me permettait d'assouvir mon envie d'être entrepreneur et de créer une structure. D'accord, ok. Donc tu as toujours eu envie de devenir entrepreneur. Oui, tout à fait. Ça m'a toujours. J'ai toujours eu cette envie de créer, d'expérimenter, de développer, de travailler avec des gens. Donc c'était vraiment la continuité la plus évidente pour moi. Bon, super. J'ai bien fait de t'inviter alors. J'espère. On va voir. Donc, pourquoi tu as accepté du coup de participer à ce podcast ? Et pour toi, quelle est la définition d'un entrepreneur ? Alors pour moi, le podcast, c'est le prolongement d'un écosystème. D'abord la place du droit, de l'écosystème de l'entrepreneuriat, fut-il dans le domaine du droit. Et je crois que c'est toujours important de se prêter au jeu de l'échange. Et donc de la même manière que moi, j'ai pu écouter les précédents podcasteurs qui ont été faits par Fed, je voulais apporter mon humble contribution en fait à ces sujets d'entrepreneuriat dans le domaine du droit. D'accord. Alors après, pour répondre à ta deuxième question, être entrepreneur pour moi, si je devais le résumer en un seul mot, je dirais expérimentateur. Pourquoi ? Parce que finalement, on n'a jamais d'idées préconçues, prédéterminées, certaines sur la manière dont vont se faire les choses. Je lisais un ouvrage récemment qui disait que c'était absolument dingue que les valises à roulettes aient été inventées simplement au début des années 2000. Bon. Ah oui. Alors qu'en fait, les aéroports, les longs couloirs, les centaines de mètres de transit, ça existe depuis à peu près 50 ans. Et alors, pourquoi on n'a pas inventé les valises à roulettes ? C'était la grande question. Et en fait, on n'a pas trouvé de réponse. C'est-à-dire qu'en fait, voilà, on a inventé les valises à roulettes à un certain moment. Quelqu'un a expérimenté, s'est dit que ça serait tout bête et ça serait hyper pratique et tout le monde a trouvé ça génial. On s'est tous interrogés pourquoi ça n'avait pas été inventé avant. Mais pour moi, expérimenter, c'est ça. C'est en fait explorer des chemins qui n'ont pas été explorés avant et puis tester. Si ça marche, génial, on continue. Puis si ça marche pas, on arrête et puis on fait autre chose. Ouais, et de ne pas avoir peur d'échouer. Et puis il faut pas avoir peur d'échouer, ou plutôt il faut se dire je vais échouer. Ouais. Ce qui compte, c'est d'échouer plein de fois et puis de réussir au moins une fois. Oui. Et après ça va. Ah, c'est beau. Ouais. D'accord, ok. Peux-tu nous parler du coup plus de ton parcours et comment tu es arrivé au poste que tu occupes aujourd'hui ? Donc j'ai démarré au Vietnam pour un cabinet qui s'appelait, j'en parle au passé parce qu'il n'existe plus, Séméon et Associés. D'accord. Je suis revenu à Paris pour ce cabinet. J'y suis resté à peu près 1 an et demi, 2 ans. Et puis je suis passé chez un cabinet qui existe toujours et qui à l'époque s'appelait Veil, Jourde, Amfeld, La Garandrie. Oui. J'y suis resté à peu près 4 ans. Et je me suis installé en 2001, quelques mois avant les attentats, ce qui n'a pas été facile puisque je me suis retrouvé, sitôt après mon installation, en quasi-chômage technique pendant 2-3 mois. Donc voilà, ma vie d'entrepreneur a commencé comme ça. Et je suis désolée, je te coupe, mais du coup, tu as évolué dans quel type de pratique ? J'ai évolué dans le corporate M&A private equity. D'accord, ok, toujours. Toujours. Ok. Et donc, tu t'es installé finalement assez tôt, enfin hyper jeune, je pense. Je me suis installé très jeune, peut-être même un peu trop jeune. Tu avais quel âge ? J'avais pile 30 ans, puisque bêtement, je m'étais dit qu'à 30 ans, il fallait que je fasse quelque chose de ma vie, que c'était le coup près pour moi pour m'installer. Ok.
C'était un peu bête en fait. Bah non, pourquoi tu dis ça? Non, je pense que c'était un défi que je m'étais posé pour des raisons en fait d'organisation personnelle. Je m'étais dit que si je le faisais pas maintenant, ça serait beaucoup plus difficile de le faire plus tard, c'est-à-dire si j'étais plus installé. D'accord. Et donc je l'ai fait avec une expérience professionnelle de à peu près 5-6 ans, ce qui était, je pense, rétrospectivement, le minimum légal dont je devais disposer. Et surtout, je me suis installé quasiment sans clients. Donc ça, c'était un peu le saut du bord de la falaise. C'est risqué, en effet. C'était risqué, mais en même temps, ça m'a un peu obligé, ça je pense que j'ai rentré ça dans mes gènes, ça m'a permis en fait de développer une capacité de rebond, de développement permanente, et parce qu'on a toujours des évolutions dans une activité, puis structurellement on fait des choses, que ce soit en private equity, en M&A, où ça peut se porter très très bien, et ça peut se porter moins bien. Ce qu'il faut, c'est trouver de nouvelles activités, de nouvelles expériences pour compenser ces hauts et ces bas. Et donc je pense que ça m'a permis de développer une capacité à toujours rebondir, toujours anticiper, puis avoir finalement ce stress de penser à l'après et d'avoir du travail à faire. D'accord. Et quand tu t'es installé, toujours, du coup, tu as développé toujours des clients pour continuer dans ta pratique, donc qui était le corporate M&A et le private equity, ou tu as un peu élargi du coup ton périmètre? Alors j'ai élargi, c'est-à-dire que effectivement M&A et private equity c'est mon cœur de métier, et j'ai élargi notamment dans le domaine du management package, qui représente une partie importante de mon activité. J'ai également élargi dans ce qu'on appelle les projets spéciaux, c'est-à-dire des projets du type mise en place juridique et fiscale d'un centre d'innovation, d'un musée, des choses un peu spécifiques qui réunit des compétences à la fois de corporate, de private equity, mais aussi RH, fiscal, et ce qui me permet aussi d'utiliser mon background académique, c'est-à-dire tout ce qui est management, organisation, etc. D'accord, ok. Et ça, c'est absolument passionnant, et en fait, j'ai toujours essayé de construire pour moi, et d'ailleurs pour mon équipe, faudra qu'on en parle, puisque moi je ne serai rien sans mon équipe, en fait d'avoir des briques qui ont des zones de contact assez fortes et qui permettent de construire toute une série de compétences qui se complètent les unes les autres. D'accord, ok. Pour nos auditeurs qui ne sont pas juristes avocats, peux-tu nous expliquer ce que c'est le management package? Alors le management package, ce sont tous les mécanismes et schémas d'intéressement des dirigeants, des managers et des salariés au capital. Donc c'est quand on parle par exemple de stock options, d'actions gratuites, de BSPCE. Et autour de ça, on parle naturellement aussi des conditions d'emploi, c'est-à-dire la rémunération fixe, variable, les bonus, etc. D'accord, ok. Donc tu t'es installé, tu es resté du coup dans ton cabinet combien de temps? Alors j'y suis resté jusqu'en 2006. Donc 5 ans? 5 ans. Après, parce que j'ai voulu développer, je voulais être un peu autonome quand même en termes d'activité, développer une équipe, et puis ensuite j'ai créé les Reims avec plusieurs associés en 2007. D'accord, ok. Et j'en suis devenu managing partner, en accord avec mes associés naturellement. Et puis là, c'était le début de l'aventure vraiment entrepreneuriale à plusieurs, avec des moyens plus importants que ceux dont je pouvais disposer jusqu'alors. Donc sur cette base de l'ERINS en 2007, on a opéré un rapprochement avec le cabinet Jobard Chablat en 2013. D'accord. Et puis, dernière étape en date, notre rapprochement avec le cabinet BCW en 2018, et dont je suis resté managing partner jusqu'à il y a quelques mois, avant de souhaiter passer la main à des gens plus jeunes, et notamment à une managing partner. D'accord. C'est beau. C'est beau, voilà. Non, c'est notre manière de... Alors, c'est vrai qu'on est expérimentateur, et puis aussi, quand on est entrepreneur, puis on essaie aussi de faire passer pas des valeurs, mais en tout cas d'être conforme à nos principes, c'est-à-dire de passer la main, de faire monter en compétence d'autres personnes, et puis de respecter l'égalité femmes-hommes dans la mesure du possible. Et puis, il faut brasser, il faut savoir laisser la place, et puis surtout pour nous, pour évoluer, pour faire d'autres choses, et finalement être le plus utile possible en fait à la collectivité entrepreneuriale. D'accord. Quelle est la différence entre un managing partner et un associé? Belle question. Je dirais que le managing partner est d'abord un associé.
Okay. Parce que s'il s'occupe de sa pratique, ça devient un peu compliqué, il devient un petit peu hors sol. Enfin, en tout cas, il y a un risque. Et puis le managing partner, c'est quelqu'un qui va impulser une vision, qui va donner des moyens à ses associés, à leurs équipes pour faciliter la mise en place de leurs projets. D'accord. Et puis sur le plan personnel, c'est quelqu'un qui doit avoir beaucoup d'énergie, être très positif, encourager, savoir dire les choses avec suffisamment de rondeur quand il y a des choses à dire, lorsqu'on a des déviations par rapport à un projet commun. Et puis surtout qui est très 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 à l'écoute. Et c'est une écoute qui est nécessaire pour finalement intégrer les différentes sensibilités qui peuvent constituer un cabinet d'avocats. Finalement, c'est un exercice un peu politique. Il y a des gens qui seront très axés sur l'humain, d'autres qui seront très axés sur les technologies, d'autres sur les process, d'autres sur le développement, d'autres sur une forme de stabilité. Il faut réussir à faire la synthèse de tout ça, trouver un équilibre. Il faut que chaque associé se sente entendu, respecté, et puis surtout sente qu'il a une contribution réelle au devenir d'une structure. D'accord, ok. Donc c'est au-delà vraiment d'un associé, quoi. Ouais. Alors je dis pas que moi j'ai réussi à faire tout ça, mais du moins c'est l'objectif. D'accord. Et aujourd'hui, chez Le Reims BCW, vous êtes combien de collaborateurs ? Alors en tout, on est une petite cinquantaine de professionnels du droit, avocats, associés, juristes, et puis avec le staff, on est une petite soixantaine à peu près. D'accord. Avec plusieurs spécialités, j'imagine, plusieurs pratiques. Avec plusieurs pratiques qu'on développe d'ailleurs un petit peu grâce à FED, il faut bien le dire, mais des pratiques, oui, très diversifiées, outre donc tout ce qui est corporate, M&A, private equity que je co-anime avec d'autres associés corporate. On est très en pointe dans le domaine de la santé. On a également une grosse équipe en matière de contentieux et contrats. D'accord. Une très belle équipe également en matière d'IT, de data. Ok. On fait également beaucoup de droit social et on travaille pour ce qui concerne le fiscal en étroite collaboration avec un cabinet qui s'appelle Valoris et qui traite tout le fiscal du cabinet. D'accord, ok, super. Donc, belle évolution donc, d'un poste d'avocat à un poste de managing partner associé. Donc, quelles ont été tes plus grandes difficultés pour arriver à ton poste ? Alors, ma nomination en tant que managing partner s'est produite assez facilement. Après, comme managing partner et associé, bah oui, naturellement, comme tout le monde, j'ai eu des échecs et peut-être celui qui m'a le plus marqué, c'était à un moment donné, j'avais une équipe et donc j'ai observé que voilà, il peut y avoir, on va dire, des performances individuelles qui sont diverses au sein d'une même équipe et j'ai voulu en tenir compte en termes de rémunération et je pense que ça a été une grosse erreur puisque finalement, ça a cassé, si vous voulez, l'esprit d'équipe qui pouvait exister entre les uns et les autres. Et en fait, je me suis aperçu qu'il fallait mieux avoir une grille qui était structurante et qui permettait précisément d'éviter, moi naturellement, et là j'ai fait tout l'inverse, des comparaisons trop frontales les uns par rapport aux autres. D'accord. Donc ça c'était, je pense, une grossière erreur que je n'ai plus commise depuis. Donc naturellement, il faut qu'il y ait une part, il faut récompenser une performance individuelle, quelqu'un qui travaille beaucoup, quelqu'un qui s'est distingué dans un dossier, etc. Mais la base doit être une base de rémunération qui est partagée par les membres au moins d'une équipe, si ce n'est du cabinet. Ok, donc une grille de rétrocession donc en interne, plus des bonus par rapport à la qualité, on va dire, du travail. Exactement. Et à défaut, on risque l'éclatement. Vous avez vécu ça ? J'ai vécu ça. Voilà. Non, j'ai une équipe qui a pris un coup. Après, c'est une grosse erreur. Oui, moi je pense que humainement, c'est assez compliqué en effet, notamment de satisfaire tout le monde. Tout à fait. Ok. Comment définis-tu ton rôle et tes missions dans ton poste actuel ? Alors maintenant, je suis plus managing partner. J'ai souhaité passer la main parce qu'une carrière d'avocat, c'est quand même très très long. On embarque pour en principe une quarantaine d'années. Donc il y a plusieurs phases. Moi, j'ai eu une première phase donc de développement, de mon activité et la constitution d'une équipe. Et j'ai eu une deuxième phase de création en commun avec d'autres associés d'un cabinet et pendant laquelle j'ai été managing partner. Et puis j'entame une troisième phase pendant laquelle je poursuis le développement de mon activité, le développement d'une équipe, sa montée en compétences, des promotions, qu'une seule, peut-être associée.
Et puis également, je sais pas, une forme de sagesse, et puis peut-être aussi une réputation qui fait que ça permet de générer pas mal d'activités, d'en faire peut-être plus profiter encore mes associés qu'avant. Ça s'accompagne également d'une volonté d'être actif dans l'écosystème, d'où cette participation au podcast, de faire du contenu. Je suis en train de terminer un deuxième ouvrage sur les management packages qui devrait parvenir, je vous le dis en avant-première, au cours du premier semestre 2022. Et puis je prépare des conférences autour de ces sujets-là, mais aussi autour de l'intrapreneuriat. Donc voilà, j'aime bien découper ma carrière en plusieurs phases, et ça me permet de rester concentré sur mes objectifs du moment, sachant que je ne peux pas tout poursuivre tout en même temps. Donc voilà, je découpe en phases. D'accord, ok. Et est-ce que, petite question par curiosité, supposons que le cabinet demain décide de développer une nouvelle pratique, comment ça se passe ? Est-ce que tu interviens du coup dans cette, je ne sais pas s'il y a une étude de marché, question vraiment qui vient comme ça. Non, c'est une question très intéressante. On l'a fait récemment effectivement dans plusieurs domaines. D'abord, ce qu'on commence à faire, c'est qu'on se constitue un corpus d'informations, notamment à partir d'articles de presse, et on explore la réglementation qui est applicable à tel ou tel domaine. Ça peut être les management packages, on l'a dit. On développe également une practice en direction des notaires, en direction également de tous les acteurs des actifs numériques, crypto, etc. C'est la tendance. C'est la tendance. Donc on développe un corpus articles de presse, réglementation, puisque finalement, là où nous, avocats, on va pouvoir avoir une plus-value, ce sont dans des domaines qui sont très réglementés. Et puis, on définit une offre qu'on est en mesure de porter, sur laquelle on s'estime suffisamment légitime, puisqu'on aura travaillé en fait la matière. D'accord. Et puis enfin, dernière phase, on le fait savoir. On le fait savoir auprès des gens qu'on connaît, auprès de nos clients qui sont nos ambassadeurs, auprès des consultants également avec lesquels on travaille. Et puis voilà, l'activité se développe. Alors en général, ça ne se développe jamais zéro dossier, puis un premier, puis un deuxième. On se rend compte qu'il y a une traction de la place pour tel type de dossier, et c'est là où on décide d'approfondir. Donc ça se fait de manière naturelle. Ce qu'il faut, c'est simplement humer la tendance, la suivre, et puis surtout la développer de manière très structurée, en embarquant plusieurs membres de l'équipe, puisque là, il faut quand même avoir une certaine puissance pour être en mesure de traiter de manière totalement professionnelle le premier groupe de dossiers qui arrivent. D'accord, ok, super. C'est quoi ta journée type ? Alors la journée type, elle commence à 8h15 le matin, ou bien 8h30 comme ce matin pour ce podcast. Merci Yasmine. Et puis le matin, j'aime bien soit écrire ou travailler sur des compétences, comme je l'indiquais à l'instant. Et j'aime bien aussi faire un travail de fond sur les dossiers. J'aime bien être tranquille et que personne ne me dérange. Et comme ça me permet d'être très très concentré. Ensuite, en milieu de journée, c'est la réunion de comité au sein du cabinet. Comité finance, comité développement et marketing, etc. C'est tous les jours ? Alors c'est pas tous les jours, mais c'est pas mal, c'est assez souvent quand même. D'accord. Certains diraient que c'est trop, mais je veux dire, un cabinet qui fonctionne normalement, c'est un cabinet où on se voit beaucoup et où on se parle beaucoup et où les décisions sont prises en commun. Et donc ça suppose pas mal de réunions. Et puis l'après-midi, c'est réunion avec les clients, ce qu'on appelle les calls, les visioconférences, et également avec les membres de l'équipe en interne pour traiter les sujets. Et ça se termine en général donc vers 20h, 20h30 à peu près. Ok, journée assez chargée. C'est assez dense, effectivement. En effet, nous, on a des candidats qui ont peur en fait d'évoluer en tant qu'associés parce qu'ils ont peur de perdre en qualité de vie, parce qu'ils trouvent déjà que leur rythme aujourd'hui est assez dense, avec des horaires quand même assez tendus. Finalement, toi aujourd'hui, ton rythme est plutôt correct, je dirais, pour un managing partner / associé. 20h15, 20h30, c'est pas mal. Comment tu fais ? Alors c'est vrai qu'il n'y a pas vraiment de temps mort, et c'est vrai que l'équilibre vie professionnelle et vie privée, c'est un combat quasiment tous les jours.
Si jamais je n'avais pas de famille pour équilibrer tout ça, je pense que je pourrais travailler 16 heures, 18 heures par jour. Donc ça serait pas une bonne chose parce que je pense que je m'épuiserais. C'est une vraie discipline. C'est une vraie discipline parce qu'il faut quand même tenir dans la durée. On a une pression des clients, on a une pression pour rester à la page, on a une pression pour aller vite, on a une pression pour faire une bonne gestion des ressources humaines, pour rester au top au niveau technologique. Enfin bref, on a une pression qui vient de partout. Donc non, je dirais pas que c'est facile, mais en tout cas pour ce qui me concerne et ce qui concerne le cabinet Lerin CBCW et les équipes qu'il compose, c'est très important d'avoir cet équilibre. Alors après, naturellement, je dirais pas que je ne travaille pas le week-end, que je travaille pas pendant les vacances, ça serait complètement faux. Mais en tout cas, c'est sûr que moi, mon objectif, c'est pas de travailler 20 heures par jour, tous les jours de l'année pendant 40 ans. Si tant est que ça soit possible d'ailleurs sur le plan physique. Merci. Si tu avais la possibilité de le faire, que ferais-tu différemment ? Alors peut-être que je pense que rétroactivement, peut-être que je m'installerai un tout petit peu plus tard qu'à 30 ans. Peut-être que 2-3 ans supplémentaires n'auraient pas fait de mal, mais en même temps, je dois reconnaître que comme je me suis installé avec très très peu de clients et que là je me suis un peu retrouvé dos au mur dans une situation que je m'étais imposée à moi-même, finalement moi ça m'a permis de développer, de maintenir une capacité de développement permanente. Donc ça c'est un truc que j'ai ancré en moi et qui me permet d'avoir cette confiance, je pense, dans le développement de notre profession. D'accord, ok. Et je ne te l'ai pas demandé tout à l'heure, mais ta volonté, depuis toujours, c'était quand tu as commencé tes études, on va dire, de droit, c'était de devenir associé ? Toujours été un but ? Non, en fait, j'avoue que j'avais je viens pas du tout d'une famille d'avocats. Je savais pas tellement bien comment ça fonctionnait. Et à l'époque, comme je savais pas encore exactement ce que j'allais faire, si ce n'est que je voulais entreprendre, je me suis dit, le droit, c'est un métier technique. Et avocat, c'est un métier technique et ça permet de faire plein de choses. Ça permet d'être actif dans le domaine des entreprises, de défendre des causes, éventuellement de faire de la politique, ou de s'impliquer dans la vie de sa commune. Et donc, voilà, moi, ça m'ouvrait en fait un champ des possibles et c'est la raison pour laquelle je me suis investi là-dedans. Puis après, je me suis aperçu que les expériences aidant, les situations rencontrées aidant, que ce qui m'intéressait le plus, c'était de travailler pour des entreprises et de les aider dans leurs projets. D'accord. Et le monde de l'entreprise ne t'a jamais attiré sur un poste de juriste, par exemple, ou directeur juridique ? Alors, non, j'avoue que, par exemple, la finance m'intéressait moins que le droit. D'accord. Et que travailler, par exemple, dans un grand groupe m'intéressait moins que de travailler dans une plus petite structure entrepreneuriale. Et donc, de manière très, très naturelle, et c'est sans regret aujourd'hui que je peux dire que j'ai fait ce que j'ai souhaité faire. Super. Écoute, c'est top. Que fais-tu aujourd'hui pour continuer justement à progresser ? J'essaie de me tenir toujours informé. Je lis beaucoup, des bouquins de management, des bouquins de philo aussi. Et puis j'essaie de rencontrer des gens et puis de les faire parler sur des situations qu'ils ont rencontrées, ce qu'ils ont vécu dans tous les domaines. Et c'est ça ce qui m'intéresse. Voilà. Et donc j'écoute des podcasts aussi, Sudfed, naturellement. On va commencer par Sudfed. Donc voilà, c'est comme ça que j'essaie de progresser. Mais c'est vrai qu'au-delà de comment on fait pour progresser, c'est d'abord la volonté de progresser qui est importante. Et il n'y a pas d'âge pour se dire je veux continuer à progresser. C'est-à-dire que peut-être que même quand je serai à 6 mois de la retraite, je me dirai toujours je veux encore progresser. Oui, je pense quand même que c'est important dans la vie, notamment là aujourd'hui vous avez évolué tout le temps dans le monde de l'avocature, mais vous êtes dans un monde quand même qui bouge beaucoup, en constante évolution, avec des nouvelles règles, des nouvelles lois. On a parlé tout à l'heure de réglementation, qui n'arrête pas donc d'évoluer avec des nouvelles problématiques, donc entre les blockchains, les problématiques de données personnelles, etc. Donc j'imagine que vous vous ennuyez pas en fait quotidiennement dans votre activité. Non, c'est sûr. C'est vrai que, et ça c'est peut-être un danger qui peut nous guetter tous, et puis en particulier dans le domaine du droit, c'est l'éparpillement. Donc c'est vrai qu'il faut choisir
des domaines d'évolution, il faut bien les choisir. Et puis ceux pour lesquels on constate qu'on n'a pas la compétence, on n'a pas la personnalité, ou on n'a tout simplement pas les moyens pour les développer, il faut prendre assez vite des décisions, de les arrêter tout simplement, parce que finalement on sera plus fort sur ceux qu'on aura gardés. Et donc c'est vrai que l'entrepreneuriat, c'est aussi faire des choix qui parfois sont assez drastiques, qu'on fait pas toujours par goût, parfois plus souvent par raison, mais qui sont absolument indispensables. D'accord, donc finalement c'est ce qui te motive aujourd'hui? Ouais, j'aime bien ça. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui te motivent dans ton activité? Je pense qu'en fait, ce qui est... au fond des choses, ce qui est le plus motivant, le plus intéressant, c'est l'homme. C'est finalement comprendre comment soi-même on fonctionne. Et je crois que c'est d'abord la base pour comprendre comment les autres fonctionnent. Et puis accepter aussi l'altérité, c'est-à-dire accepter que les autres ne fonctionnent pas comme soi-même. Et ça, c'est peut-être le commencement de la sagesse. Et c'est ça ce qui fait le plus progresser. Et je peux vous dire que, quel que soit l'âge, on continue toujours à apprendre sur l'humanité. Et c'est ça finalement ce qui est le plus intéressant pour moi. C'est la richesse. C'est la richesse, absolument. C'est la vraie richesse. Ouais. Ok. Y a-t-il une personne qui t'a aidé dans ton parcours que tu aimerais aujourd'hui remercier? Alors oui, il y a une personne, la personne qui m'a appris mon métier, c'est un associé à l'époque qui était chez Veiljourde et qui est Guillaume Kipper-Fils et qui est d'ailleurs toujours associé chez Mayer-Bronn, et c'est vraiment auprès de lui que j'ai appris mon métier. Il m'a appris notamment comment choisir ses combats en matière de négociation. On ne peut pas être sur le front sur tous les sujets, grands ou petits. Il m'a appris également à rester toujours excellent sur ses domaines de compétences et puis à faire travailler d'autres spécialistes dans d'autres domaines de compétences. Donc voilà, il m'a vraiment appris les bases. Mais au-delà de Guillaume, je dirais que ceux avec lesquels j'ai aussi le plus appris, ce sont tout simplement mes associés qui, par leur domaine d'expertise, qui m'ont expliqué comment leur domaine fonctionnait. Et puis c'est aussi en les observant comment ils font pour traiter certaines situations, comment ils font pour gérer un client difficile, pour gérer une négociation difficile. Et c'est ça ce que je trouve très très intéressant dans des cabinets structurés, c'est que finalement la richesse vient de ces échanges avec ses associés finalement. Et des situations du coup que tu as quotidiennement. Exactement. Quelque chose que j'aime beaucoup faire, c'est aller voir un associé en fin de journée et lui dire tiens, je suis confronté à ça, comment tu ferais? Et en général, ça produit que du bon. Et très souvent, la solution va émerger très très vite parce que cet associé aura le recul et la fraîcheur d'esprit sur une situation, et les choses s'imposent très très vite. D'accord. Et c'est ça qui est très intéressant finalement. Quel est le livre ou le film, on va dire une œuvre qui t'a le plus marqué et qui a notamment pu te faire évoluer professionnellement et personnellement? Alors il y en a beaucoup. Alors j'imagine que la question est quand même plutôt orientée professionnellement parce que dans le domaine de la culture, là, on pourrait tenir des heures. Mais il y a peut-être 2 livres qui m'ont beaucoup apporté. Alors, c'est pas un nom. Alors, il y a un bouquin qui s'appelle Le tableau de bord prospectif de Norton et Kaplan. Donc, ça fait pas rêver comme ça, a priori. Mais c'est en fait un livre qui explique comment on définit une stratégie et comment on l'exécute. D'accord. Et en fait, grosso modo, le principe, c'est que dans une organisation humaine, vous devez mettre en place une stratégie au niveau de la compétence personnelle, au niveau de l'organisation, au niveau de son marketing et au niveau de sa gestion financière. Donc, ce sont les 4 axes en fait de développement de la stratégie. D'accord, ok. Et ce sont des principes qui m'ont accompagné tout au long de ma carrière et que je continue aussi à appliquer aujourd'hui. Donc, finalement, pour mesurer, on va dire, la performance d'une entreprise, il faut aller au-delà des aspects financiers. Complètement. Il faut partir de la racine. Et la racine, c'est toujours pareil, c'est l'humain. Et c'est notamment se former soi-même, se développer des aptitudes, des comportements, développer sa compétence, connecter ensuite ses compétences, ses expertises avec le fonctionnement d'une équipe. D'accord. Donc diffuser ses compétences, ses expertises.
faire en sorte que le fonctionnement de l'équipe soit fluide pour gagner en efficacité, puisque aujourd'hui, historiquement, le métier d'avocat est un métier solitaire, mais il n'est plus solitaire, c'est plus possible. Et puis après le savoir-faire, le faire savoir, donc ça c'est le marketing. Et puis après, il faut, comme on dit en marketing, pricer sa compétence, proposer un modèle de facturation, et puis assurer la rentabilité, par exemple, d'une nouvelle activité. Donc ça permet, c'est une approche, une méthodologie qui permet d'avoir des guidelines pour mettre en place des projets qui sont viables, tout simplement. D'accord. Je rebondis sur ce que tu disais. Effectivement, l'avocat avait cette réputation d'être solitaire. Moi, je me souviens, il y a quelques années, pour recruter des avocats en entreprise, on avait pas mal de RH qui nous disaient « Ah non, nous, on ne recrute pas d'avocats parce que les avocats n'ont pas d'esprit d'équipe et ils sont solitaires, ils ne savent pas travailler en équipe. » C'est assez drôle. Aujourd'hui, c'est complètement l'inverse, parce que je pense que la profession a beaucoup évolué et a beaucoup changé. Et donc aujourd'hui, pour le coup, on nous demande de recruter que des avocats. Voilà. Mais c'est peut-être en fait, c'est l'évolution de Sapiens qui se fait assez tardivement chez les avocats. Exactement. C'est-à-dire que Sapiens a pris le dessus sur les autres hominidés il y a très très longtemps parce qu'ils savaient s'organiser, même si c'était pas forcément plus intelligent, mais finalement l'addition des intelligences individuelles fait que l'intelligence collective elle est supérieure à tout. Exactement. Et la profession d'avocat n'échappe pas à cette règle, même s'il faut le reconnaître, et naturellement je le dis avec humour, les sapiens avocats, peut-être de ce point de vue-là, se sont développés assez tardivement, mais il est jamais trop tard. Et quel est du coup le deuxième livre dont tu voulais me parler? Alors, j'ai lu un livre plus récemment, pourtant qui est sorti en 2013, qui s'appelle L'Antifragilité, qui a été écrit par Nassim Nicolas Taleb, qui est à la fois de nationalité libanaise et américaine, mais fortement trempé de culture française aussi. Et il a développé, alors c'est un bouquin très très baroque, c'est un bouquin de philosophie organisationnelle. Bon. D'accord. Mais qu'on retrouve cité dans la presse assez régulièrement, et qui parle du fait que le pire et l'inimaginable ne peuvent jamais être exclus. Et hélas, l'actualité récente lui donne quelque part raison. Oui. Soit en matière de pandémie, d'invasion d'un pays par un autre, etc. Et ce qui, finalement, est l'un des enseignements qui tire de tout ça, c'est de, finalement, toujours être en mesure d'anticiper toutes les situations. Oui. Toutes les situations pour finalement devenir plus fort et pas se laisser prendre au dépourvu. Alors, si jamais je fais la transposition, par exemple, à un cabinet d'avocats, on est exposé à plein de vents violents et contraires. Ça peut être une attaque cyber, ça peut être un départ d'équipe, ça peut être de la disparition brutale d'un associé important, ça peut être tout un tas de choses. Et je pense qu'il faut aborder et anticiper ce type de sujet et se dire, voilà, si jamais telle situation arrive, qu'est-ce qui se passe ? D'accord, voilà. Donc il faut imaginer plein de scénarios, on va dire, différents pour anticiper chaque scénario, quoi. Exactement. Et je crois que c'est un travail qu'il faut faire avec naturellement le plus de froideur possible, parce que quand on est confronté à ce genre de situation, s'il n'est plus temps de réfléchir, il faut agir, mais pour faire quoi ? Si jamais on s'est doté de scénarios d'action, c'est beaucoup plus facile. Ouais, d'accord. L'idée, c'est de rebondir vite. C'est rebondir vite. Ouais, ok. Si tu n'étais pas devenu associé, quel autre projet t'aurait plu ? Je pense création d'entreprise. Enfin, je veux dire, si jamais c'était pas clair jusqu'à maintenant, c'est que j'ai pas été clair du tout. Mais je pense que j'aurais créé une entreprise probablement dans un domaine autre que le droit, mais je me serais probablement mis dans le flux des start-upers depuis le début des années 2000. D'accord. Donc, quel type de secteur d'activité ou quel type d'activité ? Aucune idée, j'ai pas eu le temps d'y réfléchir. J'ai pas vraiment l'intention d'y réfléchir, je suis très bien là où je suis. Ah bon, super. Quel conseil donnerais-tu à un jeune juriste un étudiant en droit qui aimerait évoluer vers un poste d'avocat ou associé ? Plusieurs conseils qui sont pas forcément très originaux, mais je dirais que d'abord, il faut en permanence stimuler sa créativité. On a tous des barrières mentales. Or, le métier d'avocat, c'est un métier où il faut être imaginatif, il faut créer. Donc le champ des possibles doit être le seul horizon.
La deuxième chose que je dirais, c'est de se nourrir en fait de toutes les choses de la vie, qu'elles soient économiques, personnelles, culturelles. Bref, c'est sa culture générale qui, je pense, est un adjuvant indispensable à sa pratique. D'accord. En plus de permettre un développement personnel. Et puis, dernier conseil, c'est de faire très attention à son hygiène de vie. On en parlait tout à l'heure sur l'équilibre vie professionnelle, vie privée, mais je pense que c'est pas du tout un vain mot. J'ai vu pas mal d'avocats qui, passé les 50 ans, étaient fatigués. Or, on est plutôt parti pour travailler un peu plus que 60 ans, si j'ai compris si j'ai bien entendu les dernières nouvelles. Malheureusement, oui. Et voilà, malheureusement, oui. Donc, l'hygiène de vie, quelque chose de très important. On est des sportifs, on est des coureurs de marathon. Voilà, il faut tenir dans la journée, il faut être bon en égo. Il y a des moments intenses sur lesquels il faut être présent. Et puis, il faut, comme on s'enrichit de son expérience des dossiers, finalement, on s'enrichit. C'est quand même le métier d'avocat, l'un des rares métiers où on n'est pas du tout has-been, ni à 50, ni à 60. Ça, c'est un énorme privilège que l'on a. Et donc, il faut savoir en tirer profit. Donc, il faut tenir le coup. Donc, il faut dormir, faire du sport. Je ne vais pas faire ce qu'on veut, faire des expos pour s'aérer l'esprit. Mais en tout cas, pas que travailler. Ouais. Nous, on constate que, notamment chez les jeunes qui viennent nous voir, il y a tout le temps cette question qui se pose. Moi, je suis intéressée par le monde de l'avocature, mais j'ai envie d'avoir une vie, j'ai envie d'avoir un équilibre de vie, mais en même temps, j'ai envie d'être dans un gros cabinet, un américain, un anglo-saxon, etc. Je veux faire du private equity, mais mes collègues, ils finissent à 2h, 3h du matin. Donc, c'est assez compliqué. Nous, on le constate, c'est assez compliqué pour pas mal de collaborateurs. Et on a pas mal qui sont aujourd'hui en cabinet, qui ont notamment 4-5 ans d'expérience, qui n'en peuvent plus. Donc, il y a une fatigue, une charge mentale qui est assez puissante. Et leur volonté, c'est d'aller en entreprise, non pas pour ne pas travailler, parce qu'en entreprise, on travaille, mais simplement pour pouvoir avoir un rythme assez souple, on va dire, et ne pas travailler les week-ends. Je trouve ça assez dommage, finalement, parce que c'est une belle profession, mais les jeunes ont déjà des a priori par rapport aux horaires. Ouais. Je ne sais pas comment on pourrait du coup communiquer là-dessus pour faire évoluer les choses et leur dire que non, qu'on peut évoluer en tant qu'associé et ne pas rester jusqu'à 4h du matin tous les jours. Je ne sais pas, vous, de votre côté, est-ce que vous communiquez là-dessus auprès des collaborateurs ? Est-ce qu'il y a vraiment des horaires ? Enfin, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui reste jusqu'à 2h du matin. Est-ce que vous l'engueulez ou pas, par exemple ? Alors, d'abord, je ne sais pas si on communique nous, mais on communique sur nous là-dessus. Donc, je pense que effectivement, au cabinet Lérin CBCW, on est plutôt connu pour faire respecter cet équilibre. Globalement, tout le monde va se caler sur le rythme de travail des associés. Donc, les choses se passent de manière assez naturelle. Or, il se trouve que les associés travaillent beaucoup, mais faut pas n'importe quoi non plus. Donc, on fait pas des nocturnes 2 fois par semaine. On travaille pas 15 week-ends d'affilée. On massacre pas ses vacances. Alors après, simplement, je me permets de rebondir sur ce que vous disiez. Je pense que d'abord, quand on rentre dans une structure, il faut savoir où on met les pieds, donc il faut se renseigner naturellement. Bon, après, voilà, il y a des traits organisationnels qui sont ce qu'ils sont. Donc, il y a des cabinets où on travaille énormément, où on demande, je sais pas, plus de 2000 heures de facturation. Donc, voilà, faut les sortir quand même. Et je pense que il faut, enfin, en tout cas, c'est le conseil que je donnerais à un jeune avocat. 1, il faut connaître ses limites. Et 2, il faut savoir ce qu'on a envie de faire. Connaître ses limites, c'est quoi ? C'est se dire, voilà, est-ce que j'ai la résistance pour travailler autant ? Est-ce que j'en ai l'envie ? Et puis également, quelles sont mes aspirations ? C'est-à-dire, si jamais on se dit que telle matière est crée plus d'honneur et de réputation qu'une autre matière, mais est-ce que cette matière-là me plaît vraiment ? Est-ce que finalement, je ne serais pas j'ai pas plus envie de faire des divorces ou du droit de la famille plutôt que du corporate et pour travailler sur des opérations que je vais retrouver dans le journal le lendemain. Bon, et donc ça, faut pas se leurrer, il faut bien se connaître et il n'y a pas de, enfin, je veux dire, voilà, ce qu'on peut faire, quel que soit le métier de l'avocat, c'est toujours passionnant. Voilà, donc bien se connaître ses limites, parce que ça, je pense que c'est à la fois les bases de la sagesse et aussi c'est les bases d'une carrière qui est réussie.
Et finalement, c'est ce qui va permettre aux collaborateurs d'évoluer vers des postes à responsabilité et pourquoi pas des postes d'associés. Exactement. Cette volonté d'entreprendre. Exactement, parce que c'est ça ce qui permet d'avoir l'énergie pour réussir, tout simplement. D'accord. D'autres choses, Laurent ? Je crois qu'on s'est dit pas mal de choses déjà. Bon, c'est top. En tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté de participer à ce podcast. Et merci à tous nos auditeurs. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Bonne journée et à très vite. Merci Yasmine. Merci de nous avoir écoutés. Nous espérons que ce nouvel épisode vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et à nous mettre une bonne note. À très bientôt pour un prochain épisode de l'Entrepreneur du droit by Fed Legal.